Bonjour et bienvenue à tous à un nouvel épisode de l'Écho à contre-courant où nous allons parler évidemment du projet de loi concernant la réforme des retraites qui est actuellement en discussion au Parlement. Et pour en parler, nous recevons Camille Peugny. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous avez beaucoup travaillé sur les inégalités en France. Et on va voir avec vous effectivement l'effet de cette réforme des retraites sur les inégalités, puisque le gouvernement et les défenseurs de cette réforme prétendent effectivement que c'est une réforme de justice qui va contribuer à lutter contre les inégalités à long terme. Alors la première des inégalités, surtout en ce qui concerne la retraite, effectivement, c'est l'inégalité entre les générations. Alors on va avoir un système où en trois parties, d'une certaine façon, les gens nés avant 1975 qui sont sur l'ancien système, le système par annuité, ceux entre 1975 et 2004 qui auront un système à la fois selon l'ancien système jusqu'en 2025, puis un système à points après 2025, et puis ceux nés à partir de 2004, qui eux basculeront complètement dans le système à points. Alors est-ce que pour vous, cette transition, elle est de nature finalement à combler les inégalités entre générations ? Non. Alors, effectivement, les générations qui sont nées avant 1975 vont pas être touchées par cette réforme dans la mesure où ils vont pas rentrer dans le système par points. Par contre, les 4 millions de salariés qui vont prendre leur retraite d'ici 2027 vont devoir essuyer quand même un choc de 12 milliards, puisque l'âge pivot qui est pour l'instant sorti, qui va revenir par la fenêtre. C'est vrai, je vous arrête, c'est vrai qu'en fait, c'est ceux qui sont nés entre 1960 et 1975 qui vont effectivement essuyer ces nouvelles mesures d'économie. Donc en fait, c'est un système en 4 parties. Ceux avant 60 ne sont pas concernés, 60-75, ces mesures d'économie, et puis ensuite la retraite par points. Et donc c'est vrai que la première génération qui va faire une partie de sa carrière dans ce nouveau système, c'est la génération 75, et puis ensuite c'est la génération 2004 qui fera toute sa carrière. La génération 75, en fait, c'est une génération qui arrive sur le marché du travail à peu près au milieu des années 1990. Quand elle arrive sur le marché du travail au milieu des années 90, ça fait à peu près 15 ans que le taux de chômage des jeunes actifs est 2,5 à 3 fois plus élevé que celui qu'on observe pour le reste de la population. Et par ailleurs, la génération 75 connaît un marché du travail qui se précarise par les jeunes. Je m'explique en 2 mots. Si on regarde le taux d'emploi précaire, CDD, intérim, stage, contrat aidé, pour les jeunes en emploi de moins de 25 ans, il est de l'ordre de 12% au tout début des années 80. Aujourd'hui, on est quasiment à 40%. Donc on a bien une précarisation du marché du travail par les jeunes. Aujourd'hui, par exemple, on sait que le premier CDI est obtenu en moyenne à quasiment 30 ans, de sorte qu'on peut considérer que faire reposer sur ces générations l'entrée dans ce nouveau système, c'est en quelque sorte une double peine, puisqu'on a des débuts de carrière qui sont de plus en plus compliqués, avec une période de plusieurs années qui s'apparente à un vrai bizutage social, et des carrières qui vont devoir se dérouler de plus en plus longtemps, puisque dans l'étude d'impact dont on a eu enfin quelques extraits, on voit que l'hypothèse est clairement posée d'un âge de départ à la retraite, d'un âge d'équilibre qui serait bien au-delà de 65 ans pour les générations nées au début des années 1980. Donc on peut effectivement considérer que cette réforme des retraites, en aucun cas, ne permet de réduire les inégalités entre les générations. Avec, pour revenir sur cette question de l'âge d'équilibre ou de l'âge pivot qui sera effectivement mis en place dans le système par points, cette inégalité qui est finalement... pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, mais qui souvent sont dans des emplois plus pénibles et plus difficiles, eh bien, il faudra travailler encore plus longtemps que les cadres, on va dire, qui vont commencer tard et qui, effectivement, arriveront à l'issue de leur carrière après cet âge pivot. En gros, pour avoir le même taux de remplacement, il faudra travailler plus longtemps lorsque l'on est plus pauvre, d'une certaine façon. Exactement, donc ça c'est un point qui est extrêmement important parce qu'une fois qu'on a dit que les générations qui vont faire tout ou partie de leur carrière dans ce nouveau système vont être pénalisées, les inégalités majeures, c'est les inégalités sociales, c'est les inégalités entre les classes sociales, effectivement, puisque les générations, elles sont traversées, elles sont fracturées.
par ces inégalités sociales. On a des baby-boomers pauvres et on a des jeunes riches. Et donc effectivement, ce pilotage du système par l'âge d'équilibre ou par l'âge pivot, avec gravé dans le marbre de l'article 1 du projet de loi organique la nécessité que le système soit à l'équilibre, eh bien on voit bien que ce recul inexorable de l'âge de départ à la retraite va de fait pénaliser ceux qui auront commencé leur carrière tôt, alors même que les cadres qui, par exemple, seront nés dans un milieu favorisé, auront fait des études de manière linéaire, auront commencé une carrière ascendante de cadre du secteur privé à 24 ou 25 ans, vont finalement gagner, pour certains, à ce système par la question de la durée de la carrière et aussi par le montant des pensions. C'est quelque chose qui est assez surprenant, d'ailleurs, dans les simulateurs qui sont proposés par le gouvernement, c'est qu'on voit clairement que les plus diplômés, qui auront les carrières ascendantes, avec les meilleurs niveaux de rémunération, sont ceux qui probablement gagneront le plus à la réforme, sont peut-être d'ailleurs les seuls qui y gagneront. Avec un autre niveau d'inégalité qui est celui de l'espérance de vie, puisque un des arguments du gouvernement, c'est de dire on vit plus longtemps, donc on doit travailler plus longtemps, sauf qu'effectivement, tout le monde ne vit pas plus longtemps et qu'il y a une forte inégalité entre classes sociales devant cette espérance de vie. Voilà, alors moi ça c'est quelque chose, enfin, c'est presque le point que je trouve le plus emblématique de ce projet de loi et le plus emblématique de la manière dont ce projet de loi est complètement aveugle ou indifférent à la question des inégalités. Ce qui ne veut pas dire que le système actuel est parfait, on y reviendra peut-être, mais juste pour rappeler quelques chiffres sur l'espérance de vie. Aujourd'hui, on a 6 ans d'espérance de vie d'écart entre les cadres et les ouvriers, c'est le même écart qu'il y a 30 ans. Aujourd'hui, si on prend les hommes qui appartiennent aux 5% les plus pauvres de la population, leur espérance de vie, c'est 71 ans. 71 ans, c'est l'espérance de vie moyenne des hommes au Bangladesh. Et si on prend l'espérance de vie des hommes quand ils appartiennent, cette fois-ci aux 5% les plus riches de la population, on est au-delà de 84 ans. Dernier chiffre sur l'espérance de vie, un homme qui appartient aux 5% les plus riches de la population, à 65 ans, a une espérance de vie moyenne de 22 ans. Pour trouver 22 ans d'espérance de vie chez les hommes qui appartiennent aux 5% les plus pauvres, il faut descendre à 55 ans. Donc on voit bien que si on réfléchissait vraiment à la justice de notre système des retraites, il faudrait que les hommes issus des milieux populaires, les ouvriers, partent à la retraite 10 ans plus tôt que les cadres ou que les plus riches pour pouvoir bénéficier d'une durée de retraite analogue. Et à mon sens, on a là quelque chose qui est absolument symbolique, encore une fois, de cette cécité à la question des inégalités, puisque on le voit bien d'ailleurs aujourd'hui dans le système des retraites complémentaires, qui est déjà un système par points. Pendant des années, les déficits, les pertes du système des cadres ont été compensés par les excédents du régime non cadre. Donc en fait, c'est les longues durées de cotisation et les petites retraites des ouvriers qui financent les longues retraites des cadres. Et derrière ça, on a évidemment la question de la pénibilité. La question de la pénibilité qui est très mal prise en compte dans ce projet de réforme. Les ordonnances Macron, les ordonnances travail, en 2017, ont créé un compte, un C2P, compte professionnel l'acronyme m'échappe, de pénibilité, voilà, qui se substitue au compte pénibilité qui avait été mis en place par Marisol Touraine, et sur lequel les salariés vont pouvoir accumuler des points liés à la pénibilité, mais dont on a exclu 4 facteurs de pénibilité, dont la manutention manuelle de charges lourdes et surtout, j'allais dire, l'exposition aux produits chimiques et cancérogènes. Alors même que nous savons, grâce aux enquêtes statistiques qui sont réalisées par les services du ministère du Travail, qu'on a à peu près aujourd'hui 2,5 millions de salariés qui sont régulièrement exposés à des produits cancérogènes dans le cadre de leur travail. Donc, encore une fois, ces inégalités d'espérance de vie moyenne qui sont prises en... Enfin, pas ces inégalités, l'espérance de vie moyenne qui est prise en compte pour faire reculer l'âge d'équilibre. De façon automatique. De façon automatique, écrase complètement cette dispersion en termes d'espérance de vie. Ça ne veut pas dire que le système actuel fait mieux, mais quand on présente une réforme qui vise en réalité à faire progresser l'égalité et qu'on ne touche pas à cette inégalité majeure, on est là évidemment dans une hypocrisie qui est assez confondante. Finalement, tout basé sur l'espérance de vie moyenne, c'est une forme de redistribution à l'envers où en fait les plus pauvres payent pour les plus riches.
Absolument. Et aujourd'hui, on peut tout à fait documenter ça, puisque un des arguments du gouvernement pour avoir exclu notamment de ces dispositifs de pénibilité plusieurs types d'exposition, c'est que tout cela est très difficile à objectiver, tout cela est très difficile à quantifier, tout cela n'est pas mesurable. C'est faux. On a aujourd'hui en France un appareillage de la statistique publique qui est très complet, qui publie depuis des décennies des statistiques sur les expositions. Il y a par exemple l'enquête conditions de travail de la DARES, il y a toujours à la DARES l'enquête SUMER, qui est une enquête qui suit les expositions des salariés. Et on a aujourd'hui des données, des fréquences d'exposition par métier, par secteur d'activité, par famille professionnelle. Et donc, on a toutes les données pour objectiver au mieux ces facteurs de pénibilité qui expliquent pour une bonne partie les inégalités d'espérance de vie. L'espérance de vie, oui, c'est ça. Et on voit bien que finalement, en refusant, puisque le gouvernement a refusé de revenir justement sur les ordonnances Macron concernant le changement de prise en compte de la pénibilité, en refusant de revenir sur cette façon de compter la pénibilité, on donne bien la priorité de cette réforme, qui est une priorité en fait financière et pas du tout une priorité effectivement sur les inégalités et la pénibilité. Alors un autre argument qui est souvent avancé, effectivement, c'est que le système serait plus juste parce qu'il prendrait toute la carrière en compte et non plus, comme dans le système par annuité actuel, les 25 meilleures années. Alors, on a un peu de mal à comprendre comment toute une carrière peut être plus avantageuse que les 25 meilleures années. Certains disent que c'est plus redistributif, puisque les 25 meilleures années, en fait, favorisent les salaires les plus élevés. Quel est votre point de vue là-dessus, finalement? Vous venez de dire que, justement, cette génération qui va rentrer dans le nouveau système est une génération très précarisée. Ça veut dire qu'on va prendre en compte, en fait, des salaires précaires, du temps partiel, des salaires d'entrée qui sont plus faibles. On va tout prendre, en fait, en compte dans le calcul final de la pension. Oui, pour une immense majorité des salariés, le fait de prendre en compte l'ensemble de la carrière et non plus les 25 meilleures années va se traduire assez concrètement par une dégradation des conditions dans lesquelles on part à la retraite. Juste peut-être un mot pour dire, sociologiquement presque, j'allais dire, à quoi correspondent ces 25 dernières années. Je disais tout à l'heure que le premier CDI s'obtient en moyenne à quasiment 30 ans aujourd'hui. Et pour les salariés les plus fragiles, on sait que les carrières se fragilisent à nouveau à partir de 55 ans. C'est la problématique des fins de carrière, etc. Et donc, de 30 ans à 55 ans, on a en moyenne 25 ans de relative stabilité. Et donc, quelque part, le calcul sur les 25 meilleures années pour les salariés du privé prenait en compte cette réalité, ce qui existe dans la vraie vie des salariés. Et donc, en prenant en compte l'ensemble de la carrière, on va dégrader le montant de la pension de l'immense majorité des salariés, et notamment de ceux qui ont eu des périodes de précarité pendant leur carrière. C'est le cas, évidemment, en particulier des femmes, puisque on sait que les carrières hachées sont surtout des carrières féminines. Donc, très concrètement, en prenant en compte l'ensemble de la carrière, on va dégrader la pension de retraite d'une grande partie des salariés, celle de ceux qui n'ont pas fait d'études, celles et ceux qui ont commencé de manière précaire. Donc, effectivement, on a là une dégradation qui est assez importante. Et finalement, on a une sorte de cercle vicieux entre les réformes du marché du travail qui concourent à cette précarisation du travail, et également qui font peser en fait sur les salaires d'entrée notamment très fortement le poids du marché du travail, et puis cette réforme à point qui va effectivement prendre en compte cette fragilisation du monde du travail face aux employeurs, et qui va se traduire in fine par une baisse des pensions. C'est ce qu'on voit notamment dans un pays comme l'Allemagne, où on voit que la prise en compte de l'ensemble de la carrière a conduit à une baisse en fait de la pension servie en fin de carrière. Oui, on a vraiment une même logique dans toutes ces réformes, c'est celle de la responsabilisation individuelle, celle de l'assurance individuelle. On a un déclin progressif de l'État-providence, on veut que l'État se retire. Évidemment, le recul de cet âge d'équilibre ou de cet âge pivot, la diminution des pensions va, tout le monde le sait, faire exploser les dispositifs par capitalisation, qui là aussi vont faire exploser les inégalités. Bien
au-delà d'ailleurs des plus hauts salaires. Hein. Ça va concerner finalement beaucoup plus de personnes, on vient de le dire. Bien au-delà des plus hauts salaires, ce sera tous les salariés qui auront les moyens de consacrer une partie de leur revenu mensuel à essayer d'accumuler des ressources pour maintenir leur niveau de pension. Et puis pour tous les autres, eh bien, on aura soit une prolongation de la durée de cotisation ou une dégradation, voire les deux, ou une diminution de leur pension. Donc on a bien cette logique de recul de l'État-providence. Et c'est ça qui est presque le plus grave dans cette réforme. C'est que, évidemment, le système actuel n'est pas parfait. On l'a dit, il n'est pas bon pour les femmes, il n'est pas bon pour l'espérance de vie, il n'est pas bon pour la pénibilité, mais on peut l'améliorer. Il n'y a pas besoin de passer à cette forme d'assurance individuelle. Et on voit bien que, même si le système actuel n'était pas parfait, il était protecteur, il permettait de se projeter pour l'avenir. Enfin, j'ai presque envie de reprendre les mots de Robert Castel. Ça crée une propriété sociale à destination de celles et ceux qui n'avaient pas de patrimoine pour assurer leurs vieux jours. Et donc, il y avait une certaine visibilité du montant de pension dont on pouvait disposer pour financer sa retraite. Et là, on a une forme d'incertitude, puisque garantir la valeur du point pour dans 45, dans 50 ans, dans 60 ans, on voit bien que ça n'a aucun sens. Et donc, on réintroduit de l'incertitude dans... Par ailleurs, le projet de loi ne garantit rien du tout sur la valeur du point. Un dernier mot, justement, sur les femmes. Vous en avez un peu parlé, mais c'est vrai que l'argument du gouvernement est de dire, voilà, il y a aujourd'hui beaucoup de gens, notamment qui ne font pas 150 heures par trimestre, et 150 heures qui sont nécessaires pour valider un trimestre aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, chaque heure travaillée sera prise en compte dans le calcul de la pension. Mais on a aujourd'hui un minimum vieillesse qui garantit quand même, qui est un filet de sécurité face à ces cas. Est-ce que demain, on peut imaginer que ce système de prise en compte de chaque heure travaillée soit plus favorable à certaines catégories ? Ah non, rien ne permet d'en être certain. Cette histoire du minimum contributif à 1 000 €, d'ailleurs, elle est très intéressante, puisqu'elle nous montre bien à quel point cette réforme méconnaît la réalité sociale. Quand on interroge le gouvernement sur les conditions qui permettraient de bénéficier de ce minimum contributif à 1 000 €, on nous indique qu'il faut une carrière complète au SMIC. Et quand on demande ce qu'est une carrière complète, on réintroduit une durée de cotisation en disant ce sera 43 ans de carrière avec un nombre d'heures minimales par mois pour valider. Voilà. Qui est d'ailleurs le même que celui du régime actuel. Exactement, et qui n'existe pas dans les faits. Je veux dire, aujourd'hui, quand on en est à accumuler de longues années de SMIC, c'est souvent qu'on a cumulé d'autres facteurs de précarité qui fait qu'on n'a pas travaillé pendant 43 ans. Et donc, avoir des carrières complètes au SMIC, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui n'existe quasiment pas, de sorte qu'on aura probablement des systèmes de décote ou de comptage des heures qui seront moins favorables que le système actuel et qui fera qu'on aura des montants de pension qui seront sans doute très proches des 910 € et quelques du minimum vieillesse. Donc effectivement, on n'a pas d'amélioration sensible, contrairement à ce qui nous est dit, de ces trajectoires-là. Et pour les femmes, toutes les simulations qui ont été faites au-delà des chiffres officiels donnés par le gouvernement montrent par exemple que le système de prise en compte du nombre d'enfants sera très probablement sensiblement moins favorable que les mesures en termes de durée de cotisation qui existent aujourd'hui. Aujourd'hui, une femme qui est salariée dans le privé peut bénéficier de 2 ans, de 8 trimestres par enfant. Là, on nous propose une bonification de la valeur du point qui ne permettra pas de compenser cette prolongation nécessaire de l'activité. Et puis, il y a toute la question des pensions de réversion qui n'est pas tranchée, à ce que je sache, et qui risque pour toutes les femmes qui auront divorcé, qui risque de leur causer là aussi une dégradation de leur pension de retraite. Alors, en guise de conclusion, la France était un pays qui avait réussi à contenir la pauvreté des personnes âgées. Je crois que c'est le taux de pauvreté le plus faible, ou le deuxième après le Danemark, alors que des pays comme l'Allemagne ou la Suède ont des taux de pauvreté qui sont presque le double de celui de la France. Est-ce qu'avec cette réforme des retraites, vous craignez justement une explosion dans les années futures du taux de pauvreté des seniors ? Mais c'est malheureusement assez envisageable, puisqu'à partir du moment où l'objectif n'est plus un objectif précisément de niveau de vie,
au nom duquel on tolère et on finance un certain déficit possible, ou alors quand le déficit menace d'être trop important, on prend des mesures ponctuelles ou des mesures ponctuelles. Là, on a un objectif qui est clairement financier. Quand l'objectif est financier et qu'il est écrit comme une règle d'or dans l'article 1 du projet de loi organique, on voit bien que ce qui va piloter le système, c'est précisément des mesures financières. Et donc on peut penser effectivement que les taux de pauvreté vont augmenter à nouveau chez les retraités, alors qu'effectivement, on a aujourd'hui des taux de pauvreté qui sont beaucoup plus importants chez les jeunes que chez les retraités. Et on peut penser malheureusement que les jeunes pauvres actuels seront les retraités pauvres dans 40 ans. Oui. Donc on a là effectivement un risque qui est que cette précarité se reproduise tout au long du cycle de vie. Camille Penier, merci beaucoup pour ces éclairages et à bientôt pour un nouveau numéro de L'écho à contre-courant.